Sowork prend des couleurs et se refait une beauté et devient l'endroit le plus artistique et coloré de la capitale percheronne. C'est sous l'impulsion de Nicolas Caudemont, de Jonathan Guyot et de l'association Rura Graffiti que ce week-end s'est déroulé le Jam Graffiti. Une quarantaine d'artistes ont peint en live 600 m² de murs sur le site de Sowork situé rue de Rhône à Nogent-le-Rotrou. Beaucoup de monde pour cette première édition allégée à cause de la situation sanitaire, mais de grands noms du graphe ont tenu à être présents et à réaliser de magnifiques œuvres qui, on l'espère, resteront sur les murs de cet endroit et deviendra un lieu incontournable pour les artistes percherons. Le plus jeune de ces talentueux artistes a seulement 11 ans. Parmi les graffeurs présents se trouvaient des stars de la bombe comme Arsène Turpin, KN, Mélissa Père, mais aussi Philippe Baudeloc venu de Paris, ainsi que Rirfish venu d'Orléans dans le Loiret. Il est l'un de ces rares artistes graffeurs à vivre de son art. Bon, on va discuter un petit peu avec un artiste qui est juste à côté de moi, voilà. Et donc son surnom c'est Rirfish, c'est bien ça, et il nous vient d'Orléans. Alors, toi, parle-moi un petit peu de cette passion qu'est le graffiti. Tu as commencé quand? Alors moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à peu près le graffiti. J'ai commencé en fait pour le support de la rue. C'est un support qui est génial parce qu'on a un impact en fait sur tout le monde. Qu'on soit riche, heureux, malheureux, qu'on soit pauvre, tout le monde a accès en fait à l'art de rue. Et je trouve ça génial, il y avait une forme de violence sur les murs, quoi. Je trouve ça génial en fait. C'est venu de là. C'est pour ça, voilà, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de m'exprimer dans la rue parce que tu pouvais pas t'exprimer dans les galeries. À l'époque, j'y pensais pas du tout aux galeries. Quand j'ai commencé le graffiti, je me voyais pas du tout comme un artiste. Vous savez, c'était à l'époque, c'était vraiment du vandale, quoi. C'était une manière d'expression, je dirais, voilà, de se défouler. Et puis après, le côté artistique est venu un peu plus tard. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a une démarche artistique derrière, alors qu'avant, il n'y avait pas du tout de artistique. Oui, c'était la racaille souvent. Enfin, les gens considéraient que c'était de la racaille. Voilà. Même nous, les premiers, on ne disait pas artiste, hein, on payait voilà, pour exprimer tout un mal-être qu'on avait à l'époque. Et puis après, c'est toujours un peu d'actualité, mais maintenant les démarches sont un peu plus différentes, un peu plus construites, je dirais. Et maintenant, comme tu dis, tu arrives à vivre de ton art. Tout à fait, ça fait 3 ans que je fais que ça, moi. D'accord. C'était un coup de bluff, hein. Moi j'ai lâché mon travail du jour au lendemain, j'ai fait une exposition, et puis voilà, Dieu merci, ça a marché. Donc voilà, on continue à faire ce qu'on aime et puis à essayer d'en vivre, quoi. Voilà, donc tu fais des tableaux dans ton atelier, voilà, sur commande. Sur commande aussi, après un peu moins sur commande, j'aime beaucoup moins la commande, c'est un univers très particulier et c'est vrai que j'ai du mal à sortir un peu mon univers, donc quand on me demande des commandes liées à mon univers, ça fait avec grand plaisir. Sinon en général c'est plus à l'instinct, je peins et après les gens viennent, voilà. Ils viennent, ils kiffent ton travail et voilà, j'achète. Mais c'est vrai, oui, comme tu dis, c'est mieux, selon l'instinct, de sentir son état du moment, en fait. Ouais. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, si quelqu'un veut te contacter pour aller voir ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut te contacter et où te voir? Principalement. Les réseaux sociaux. Voilà. Rirfish, Instagram, Facebook. Et je communique beaucoup dessus sur les événements que je fais. Voilà, donc là j'ai été communiqué dessus. Et puis je bouge un peu partout en France. Je fais aussi beaucoup d'événements chez moi sur Orléans. Donc voilà, tout est dit sur Facebook, Instagram. D'accord, ça marche. Voilà. Et ben voilà, on invite tout le monde à te contacter et puis à t'inviter sur des festivals. Voilà, avec grand plaisir. Invitez-moi. Voilà, merci. On rappelle, hein, c'est Rirfish sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est ça, c'est tout. C'est tout, voilà, et c'est suffisant. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à toi. Salut Nicolas, donc tu es à l'initiative de cet événement. Alors j'ai co-organisé, on est co-organisateur, nous on a donné l'impulsion on va dire au projet avec Jonathan Dipantan, qui est représenté ici sur une des toiles, sur une rencontre déjà d'un événement qu'il y avait ici, qui était le Perche Bike Show à l'époque. Il était venu graffer
des capots de voiture. Un capot de voiture, et du coup on a échangé, puisque nous on est régulièrement sur Sowork, dans l'espace Cowork, et à la suite de cet échange et de cette rencontre, donc, on a une certaine sensibilité pour le street art, non je suis collectionneur pour être très clair, et je connais assez bien ce milieu. L'idée en fait au fur et à mesure de la conversation a évolué en disant voilà, il voulait faire un mur, on s'est dit pourquoi pas plusieurs et pourquoi pas tous les murs. Et du coup, l'idée est partie de là. Donc, le projet s'est lancé à partir de ce moment-là. Donc, on a monté l'idée ensemble. Il a collecté de son côté des graffeurs. Et puis, nous, on a collecté un peu de trésor, on va dire, pour lancer le bébé. Et puis après, il y a eu la création de l'association RUR, qui est siégée à Sowork, qui est née ici. Donc, du coup, ça prend tout son sens pour donner un peu de profondeur au site Sowork et à cet espace de création. Parce que là, on est dans un incubateur, donc ça prend tout son sens. Du coup, on est en pleine créa. On est déjà en train de travailler sur la prochaine édition qui va être extrêmement importante, parce que là, on va dire que c'est un prototype pour nous et on est en train de préparer l'événement futur. En fait, on est déjà en train de l'évoquer, on est déjà en train de décrire le prochain projet avec des street arters tout aussi connus que Jody Bona que vous avez à l'entrée, que Cli aussi, One Miser qui était présent par le biais de Toile pour l'association Faire ma part, etc. Donc on travaille sur des événements qui vont faire du bien à la rétine et à la ville de Nogent, parce que nous l'idée c'est aussi d'amener de la couleur dans une ville qui en a énormément besoin. On est à l'initiative d'autres choses qui vont sortir dans quelques temps. Il y aura du show, il y aura de la musique, il y aura de l'événementiel sur l'espace Sowork. Donc on travaille vraiment sur un esprit créa, et on invite d'ailleurs toutes les personnes qui veulent rejoindre un peu l'expérience à venir nous voir et éventuellement soumettre leur projet de création. Parce que là, nous, comme je dis, on est vraiment dans une démarche de créa. Et puis après, s'ils veulent participer avec nous à des choses, on est hyper ouvert. Voilà. Nous, on cherche toutes les bonnes énergies, tous les jeunes qui veulent venir, et moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est ouvert à vraiment tout le monde. Ici, sur l'événement, on a à peu près drainé un peu plus de 2000-2500 personnes sur le week-end pour un premier événement. Ce qui est beaucoup, comme tu dis, pour un prototype. C'est énorme, et je pense que ça a répondu à un besoin, ça a répondu à un vrai besoin. On a pas mal de Parisiens qui sont venus, il y a des gens qui ont fait 2 heures de voiture pour venir jusque-là, parce qu'on a une presse qui a relayé l'événement bien en amont. On a la chance d'avoir beaucoup de Parisiens sur le Perche, donc certains journalistes qui ont parlé de l'événement parce qu'ils savaient que sur le Perche, il y avait le premier événement de street art, alors de cette ampleur, avec beaucoup d'humilité, je pense que personne s'y attendait, et personne ne s'attend à la suite surtout. Donc du coup, on vous parlera de tout ça un petit peu par la suite, une fois qu'on aura validé les éléments, pour vous présenter le projet qui viendra l'été prochain. Se mettre en place entre les nouveaux artistes, les événements, l'espace créatif. Je ne vous révèle pas tout, mais il y aura vraiment quelque chose d'assez lourd et de très récréatif pour la ville. Il y aura des grosses surprises. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un gros besoin ici quand même. On essaye d'y répondre, ouais. On essaye d'y répondre tout simplement parce qu'on vit ça. Moi, je suis principalement sur Paris, mais je fais des allers-retours entre le Perche et Paris. Je suis installé depuis quelques années dans le Perche à Champron-Gâtine, à la Tour d'Aligre. Et on a commencé sur ces projets-là. On continue sur l'espace Sowork, à répondre à ce besoin-là, sur le premier espace coworking de Nogent-le-Rotrou, qui a pris aussi sa double fonction aujourd'hui pour accueillir l'événement, faire une salle d'expo-vente qui a en plus très bien fonctionné. Qui a très bien marché vu les chiffres. Ouais, on a fait un chiffre incroyable. Voilà, on essaye de continuer à faire découvrir le street art aux Nogentais et les gens aux alentours. On a eu de bons retours, on a échangé énormément avec les gens qui sont venus voir l'expo. Et voilà, je pense que les gens avaient, comme je dis, vraiment besoin de voir un peu de couleur, et puis découvrir les artistes du street art. C'est quand même, quand ils viennent en plus dans une ville comme Nogent-le-Rotrou, c'est pas commun. Voilà, et c'est vrai qu'il faut dire que tout ce qui est street art, avant c'était considéré un peu comme la racaille qu'elle est peinte sur les murs. Alors oui, ça a une connotation initialement, et pour la plupart, il ne faut pas se cacher, ça reste un art vandale. Voilà, pour la base. Alors c'est compris généralement, le graffiti n'est compris que par les gens du monde du graffiti. Le street art a fait évoluer les choses. Le marché de l'art aussi, bien évidemment, puisque pour ne pas les citer, Banksy fait exploser tous les compteurs dans la démarche. Et du coup, ça a été pour nous
un levier très important pour développer ça. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis collectionneur d'art, donc je sais qui a posé sur les œuvres, mais c'est très important aussi de savoir que la majorité des artistes qui sont là, enfin tous, pas pour la majorité, tous, sont venus bénévolement. Ils sont venus faire un jam graffiti bénévolement pour faire découvrir leur travail. Donc l'idée, c'est de faire découvrir à notre tour, fournir le support comme on a fait, c'est-à-dire nous on fournit le support pour que les gens découvrent. C'est très très important de se mettre et pouvoir éventuellement initier des artistes qui s'ignorent ou des personnes qui auraient envie de venir et de s'inspirer, de travailler, de nous rejoindre, comme je l'ai déjà dit, pour avancer sur peut-être, au moins dans l'espace work, au moins s'exprimer, et puis potentiellement si demain il y a une possibilité de le faire un petit peu en extérieur, avec des autorisations bien évidemment, parce qu'on ne va pas encourager le vandalisme, mais voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir des personnes qui ont ce besoin. Voilà. Et ça montre aussi qu'en France, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui manquent beaucoup d'endroits où s'exprimer. Et que c'est vrai que faut dire, dans les cités, il y a énormément de danseurs, de graphes, ils sortent beaucoup des cités en fait. Alors là aujourd'hui, on n'a pas pu, pour répondre un peu à la question indirectement, on devait avoir une équipe de breakers qui devait venir hier. On devait l'avoir aussi au mois de juin, c'est la même équipe qui s'appelle le Box Crew 93, c'est des personnes qui sont à un niveau très très bon. Vous pouvez regarder sur internet, pour ceux qui ont Instagram, c'est le Box Crew 93. Ils font des concours, des battles Red Bull, enfin, ils sont vraiment très très forts, très démonstratifs, c'est vraiment spectaculaire ce qu'ils font. Et ils ont des enfants, ça commence à partir de 4 ans jusqu'à 25, il y a des breakers professionnels dans le groupe, enfin vraiment. Et ces personnes seront là l'année prochaine. Voilà, ça fait partie je vous donne une petite info, ils seront là l'année prochaine et ils feront les initiations de break. Donc il y aura des initiations au break l'année prochaine sur SoWork pendant l'événement. Il y aura une scène qui leur sera dédiée. Ils feront l'initiation et des démos de battle avec des battles prévus dans l'espace SoWork. Alors l'idéal, ça serait de pouvoir le faire en extérieur si les conditions sanitaires le permettent. Sinon, ça sera sur spot privé, après communication, réseaux sociaux, etc. Voilà, l'idée, c'est de travailler entre autres ça. Mais voilà, il y a ça qui peut émerger sur la partie break, donc il y aura une initiation comme ça. Il y a eu aussi cette année un mur d'initiation pour les enfants pour leur apprendre à graffer. Pendant toute la journée d'hier, il y a eu du graffiti pour les tout petits. Et ce mur sera même réutilisé, pour être très honnête, l'année prochaine, puisqu'on va carrément faire un village créatif pour les enfants. Il y a eu aussi une collab avec Posca, la marque Posca de feutre, qui nous ont fourni les supports. Voilà, on a pu travailler avec beaucoup pour initier les enfants et puis leur développer un peu la créa. Ils ont été encadrés par les artistes. Donc tout le monde est ravi de l'expérience. Et ils s'en sont bien sortis parce qu'il y a des belles réalisations. Oui, voilà, ils ont fait des supports. Sachant que là, le plus jeune graffeur qui fait partie de l'événement, il a 11 ans, il s'appelle Colima, en tout cas c'est son nom d'artiste. Et il y a une toile de Colima dans l'espace SoWork qui est en expo-vente en permanence. Et les gens peuvent venir découvrir ce qu'on fait déjà à 11 ans, c'est surprenant. Ah, il promet, hein. C'est vrai qu'il lui, franchement, il promet. Ouais. Voilà. Alors, tout ce qu'il y a dehors, ça va rester comme ça, n'importe qui peut venir voir les œuvres. Absolument, absolument. L'idée, c'est de pouvoir avoir une expo permanente sur l'année jusqu'au recouvrement l'année prochaine. Donc on va, essayer de garder la majorité des œuvres, sauf dérogation spécifique du château, puisqu'on est quand même face au château. Et les architectes des bâtiments de France nous ont demandé, pour pas dire nous ont imposé, pour que l'événement se fasse, évidemment, c'était un deal, c'était normal, que certaines œuvres soient recouvertes dans l'axe du château. Donc après, on va essayer de voir, l'avenant est signé. Là, on va essayer de voir avec eux s'il y a une possibilité, en fonction de leur avis, de garder certaines œuvres si possible. Pas forcément que pour nous, mais pour les gens qui ont envie de découvrir. Voilà, je pense qu'ils étaient en totale, je dirais, protection du château, ce qui est normal. Mais voilà, il y a un rayonnement. Il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui, justement, va pouvoir réciproquement se rendre compatibles. Voilà, tous les arts ne sont pas forcément parlants pour tout le monde, mais là je pense que voilà, là il faut que les personnes se rendent compte de leurs propres yeux, de ce qu'on a potentiellement l'idée d'effacer, et normalement ça serait effacé avec l'accord au 30
31 octobre. Voilà, ça va rester un mois quand même pour la globalité, mais la majorité des autres œuvres vont rester visibles. On va voir comment on va travailler ça et puis on va voir comment les architectes des bâtiments de France vont être souples avec nous de ce point de vue-là, en espérant qu'il y ait une possibilité de discussion et d'ouverture. Ça serait vraiment bien, il faudrait que ça reste. Bah écoutez, tous les retours qu'on a, quand on nous a posé cette même question en disant combien de temps ça va rester, on leur a dit jusqu'au 31 octobre. À cause de ça, on est obligé de respecter les accords qu'on a signés. Les gens sont un petit peu indignés en disant écoutez, c'est pas possible, il faut faire une pétition, etc., etc. Donc quelque part le ressenti est commun, mais voilà, il y a un accord est un accord et nous on est obligé effectivement de respecter, sinon l'événement ne se serait pas fait de toute façon. Voilà. Eh ben Nicolas, merci beaucoup. On invite tout le monde à prendre contact ici chez SoWork pour venir travailler ici en toute quiétude. Voilà, tout est prêt ici pour venir s'installer à la journée, à la semaine, au mois. Donc on invite tout le monde à prendre contact chez SoWork sur la page Facebook, Instagram aussi. Et puis à bientôt Nicolas. Avec plaisir, à l'année prochaine. Ça marche. Merci. Xavier Revuelta, venu de Paris, est lui passionné par la photo et les boombox. Il a donc concilié les deux avec un résultat surprenant. Donc nous sommes avec Xavier, voilà, qui réalise de superbes réalisations. Merci beaucoup. Voilà. Quelle technique tu utilises? En fait, à la base, je pars d'une photo, c'est de la photographie. On va dire qu'après, je fais un collage digital. Voilà, je pars d'une seule photo unique. J'ai la radio, on appelle ça des boombox. Boombox, ghetto blaster, ça dépend. Je pars de ma photo unique et après, à partir de là, je la découpe et je refais des formes. Donc j'aime bien en faire des robots. En ce moment, je suis dans les robots où je peux faire des choses comme ça. Où là, c'est le boombox défragmenté, quoi. Et pourquoi faire ce genre de choses? Ça te rappelle quoi, les années 80? Parce que les années 80, on voyait souvent ce genre de choses. 80 et 90, on va dire, mais ouais, effectivement, tous ces modèles qui sont là, en gros, ils sont de fin 70 jusqu'à 85 à peu près. C'est des modèles de... Moi, j'aime bien cette période-là. On va dire que maintenant, si tu veux, pour moi, ça représente le hip-hop dans toute sa splendeur, en fait. Ok. Quand tu veux exprimer la force de la musique, même maintenant, tu vas mettre quoi? Il n'y a plus de postes, il n'y a plus rien. On a des petites enceintes comme ça chez nous, alors qu'à l'époque, tu avais des gros postes massifs, 15 kilos, tu rajoutais des piles qui étaient à 17 kilos, il fallait le traîner. Sur l'épaule. Sur l'épaule, comme tu veux. Les mecs, on dansait autour, on mettait, si tu voulais danser, il fallait que tu mettes de l'argent pour les piles, parce que tu avais 12 piles dedans, des grosses piles, tu vois. Oui. Donc si tu veux, pour moi, c'est vraiment la force, la puissance de la musique, tu vois. C'est ça que ça représente pour moi, et le hip-hop, par extension. Et c'était aussi la liberté à cette époque. Parce que je me rappelle, n'importe qui pouvait aller sur les trottoirs pour danser, Exactement. sans qu'on leur tombe dessus pour leur mettre un PV comme actuellement. Voilà, c'est toute la force du hip-hop autodidacte, tu vois, tout ce qui est ce mouvement artistique, la danse, le graphe, le rap, le DJ, tout ça avant, c'était tout mélangé, tu vois. Et voilà, pour moi, ça représente tout ça et je mets des techniques modernes, justement, vu que maintenant on fait ça avec des appareils digitaux, des caméras comme la tienne avec laquelle tu es en train de me filmer. Là, on a vraiment des grosses résolutions, là je suis à 60 millions de pixels par exemple, donc je peux faire des tirages vraiment énormes si je veux. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est tout, en fait c'est une continuité, je dirais. Et donc tu réalises sur commande ou alors seulement selon ton envie? Moi, c'est selon mon envie. Tous ces appareils, je les ai en fait. À la base, je collectionne les boombox. Ah oui, tu es déjà collectionneur, d'accord. Je suis collectionneur, je suis photographe, donc si tu veux, j'ai commencé à les prendre en photo pour moi, pour avoir un petit kiff, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai un mec qui fait ça depuis longtemps aux États-Unis qui s'appelle Lyle Overco. Alors si tu dis comme ça le nom, ça dit peut-être rien, mais tu as déjà vu ses photos. C'est le mec par exemple qui a pris la photo le 11 septembre de l'avion qui se crase dans les Twin Towers. C'est ce mec-là qui l'a pris, tu vois, il était dans la rue avec son appareil, il l'a vu, il a shooté. Et lui, il a fait tout un bouquin sur les boombox comme ça, où il les mettait sur fond blanc, etc. Donc moi, quand j'ai commencé à faire mes photos, on m'a dit ouais, ça rappelle Lyle Overco. J'ai dit merde, c'est qui celui-là? J'ai fait mes recherches et j'ai dit ah ouais, effectivement. Donc pour pas pour me dire différencier de lui, si tu veux, j'ai commencé à prendre mon boombox. Déjà fond noir, parce que moi j'aime les fonds noirs. J'ai commencé à décortiquer les bosses, et de fil en aiguille, ça a devenu des formes. Et je peux passer jusqu'à 80 heures sur un poste pour faire une forme. Oui, d'accord. Celui-ci, par exemple, c'est le plus abouti, le King, ça s'appelle le King. Ouais, il y a énormément, il y a au moins 80 heures de boulot. 80 heures de boulot pour ça. Ah oui, donc ce qui fait que c'est des tableaux qui se vendent dans les combien? On peut dire les prix ou pas?
Ou ça dépend comme tu dis, ça dépend des heures. Ça peut dépendre sur quoi c'est un La fourchette de prix. Ça peut commencer à 700 pour un print, jusqu'à de manière exponentielle, quoi. Ça dépend si on rajoute de la peinture dessus, ça dépend si je collabore avec d'autres artistes qui ont une cote supérieure à la mienne, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est limité. Si je rajoute de la peinture dorée, si je rajoute des trucs personnalisés dessus, tu vois, ça peut monter très vite, quoi. Mais c'est beaucoup d'heures de taf. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas croire que c'est une photo que tu mets comme ça, puis ça y est, non, c'est beaucoup de travail. Tout est détouré, chaque millimètre est pensé, chaque lumière, chaque reflet, tout est pensé en amont, tu vois. Ouais. Voilà. C'est vrai que moi aussi je dessine, donc je sais un petit peu ce que c'est que de passer du temps sur un dessin, mais les gens ne s'imaginent pas le temps qu'on passe sur une création. Et du doigt, tu as fait ça avec ton ordi, ouais, c'est rapide, c'est pas lent en fait. Maintenant, c'est vraiment la peinture, enfin, la manière de créer moderne. Ok, on sert d'un ordinateur, mais derrière, il y a tout le savoir-faire humain quand même. Oui. Tu vois, pour faire ça, je détourne tout à la main, chaque millimètre est pensé, c'est grossi 2000 fois, c'est sur des écrans, tu vois. Oui, puis il ne faut pas se tromper. Alors des fois, c'est pareil, tu dois te dire, je pense, ah bah non, ça va pas, je recommence. Ah ouais, tu recommences. Voilà. La nuit, tu cogites, tu dis, ah bah tiens, j'aurais pas dû faire ça. H24, t'as ton modèle, tu vois, celui-là, je l'ai claqué pendant le confinement, je me suis dit, c'est bon, je vais le faire rapidement. En fait, j'ai mis 1 mois et demi. Voilà. Je revenais dessus, etc. Tu vois. Donc comme quoi, c'est énormément de boulot. Beaucoup de boulot, voilà. Et du kiff aussi. Je veux bien le croire. Yes. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés par tes créations, où est-ce qu'on peut les trouver, te contacter? Le mieux c'est Instagram, je pense. Hein. Maintenant tout le monde le sait. Moi c'est @Xavrev. Bon, je pense que tu mettras les liens, j'imagine. Ouais, je mettrai. Ouais. @Xavrev, je vais te parler directement sur Instagram et je gère comme ça en ce moment. Le business se fait beaucoup là-dessus. Je vais avoir des expos bientôt sur Paris. Mais n'hésite pas à donner, si tu as des dates à donner. Avec plaisir, je n'ai pas les dates encore pour l'instant, mais ça va être avant la fin de l'année si tout va bien. De toute façon, tu mettras tout sur Instagram. Toujours. Suivez-moi sur Instagram, c'est mieux que la télé. Oui. Moi je dis tout le temps, éteignez vos télés. Et franchement, les infos néfastes pour votre cerveau, il faut les zapper. Boycott BFM. Voilà, faut rester sur les petites web TV. Voilà, comme moi, c'est que du positif. Exactement. Voilà. Et ben en tout cas, je mettrai le lien. Et puis merci beaucoup, merci à toi. Xavier, c'est super sympa. À bientôt. Merci, à bientôt. Restez connectés, bang bang. Bye. Luc Bessin s'est inspiré de ses outils de navigation de pilote de ligne pour créer le Straight Art. Donc nous sommes avec Luc Bessin, voilà, qui nous vient de Paris. De Paris, oui. Voilà, donc c'est la première fois que tu viens C'est ici. la première fois. C'est la première fois. Dans le Perche ou à Sauveur, c'est la première fois Dans le Perche et à Sauveur. Bon, tu reviendras maintenant. Je reviendrai tous les ans si le festival continue. Il n'y a pas de raison, ça devrait continuer. Apparemment, c'est un prototype, il m'a dit, Nicolas. Oui, exactement. Mais très bon prototype. Hein, Ouais. Donc ça promet pour les années à venir. Alors, toi, tu utilises quelle technique pour ces superbes tableaux là qu'on peut voir? Alors c'est de acrylique et encre sur toile de lin, donc sur des grands cadres, des grands formats. Je ne fais que du 120 par 120, du 150 par 150 et 162 par 130. C'est que des grandes tailles. C'est que des grandes tailles. tailles. Donc c'est moins évident parce que sur une grande taille, c'est pas facile. Je passe juste plus de temps et je travaille avec mon iPad d'après une photo que je trouve sur internet qui m'invoque quelque chose, une émotion, une poésie et je choisis mes sujets de cette façon. Comme ça, voilà, et ensuite, petit truc qui dit ça me plaît. Hein. Voilà, ça me plaît, ça dégage quelque chose, ça m'inspire et je pars d'un bout de la toile avec mon iPad et la photo et j'interprète la photo que j'ai sous les yeux. En fait. Sous forme de trait. En fait, c'est une technique que j'ai déposée. Hein. J'ai déposé un brevet à ce sujet-là, à LinkedIn. C'est en fait, je l'ai appelé le street art pour trait en fait droit. D'accord. Et une certaine géométrie dans mon tracé. Et ça vient. J'ai toujours aimé l'impressionnisme et le pointillisme. Et je suis parti sur ce principe du pointillisme pour faire vivre la toile, rendre acteur le spectateur. Donc le spectateur doit s'éloigner, se rapprocher de la toile pour voir exactement ce qu'elle représente. Et aussi avec cette technique, la lumière joue beaucoup. Quand la toile est dans l'obscurité,
les différentes nuances de gris, par exemple sur une toile en noir et blanc, se confondent pour devenir qu'une couleur claire, donc proche du blanc, et il ne reste plus que le noir et le blanc, et les toiles deviennent extrêmement contrastées dans la pénombre, ce qui ajoute en plus du pointillisme, parce que le pointillisme, en fait, c'était la distance qui faisait vivre la toile, et là, c'est en plus de la distance, c'est la lumière. Et c'est pas évident sur des grands modèles, parce que quand tu es sur un petit dessin, voilà, tu vois les défauts tout de suite. Hein. Mais alors sur un grand... c'est un travail monstrueux. Je passe entre 80 et 150 heures par toile, et il y a entre 100 000 et 200 000 traits verticaux et horizontaux par toile. En fonction des toiles, en fonction de si le personnage occupe toute la toile ou pas. Donc après, c'est différent en fonction des formats et des tailles des personnages. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de fatigue. Ouais, je veux bien le croire. Hein. C'est vrai que, comme je dis, comme tous les artistes, la nuit, des fois tu te réveilles, tu dois te dire tiens, j'aurais dû faire ça au lieu de faire ça. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Ah oui, non, c'est très difficile. Mais c'est une passion, je continue. Tu as toujours dessiné depuis tout petit? Alors j'ai toujours dessiné depuis tout petit, oui. Et j'avais un don, c'était le sens des proportions. En fait, quand je commence à un bout de la toile, je finis de l'autre côté sans mesurer, sans rien. C'est juste j'ai juste le compas dans l'œil. En fait. Mon père me disait que j'avais le compas dans l'œil. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de mesurer. Oui, tu sais tout de suite. Hein. Quelle que soit la taille du personnage que je vais reproduire, que ce soit sur une photo, sur une bande dessinée, comme je faisais à l'époque quand j'avais 8-10 ans, en fait, un petit personnage d'une bande dessinée qui faisait 2-3 cm, je le reproduisais sur des feuilles d'1 mètre de hauteur. Et si je faisais ça au fusain ou au crayon à papier, et je retombais exactement dans les proportions, mais au centimètre près. Donc, et c'est le petit don que j'ai au niveau artistique, c'est juste ça. Après, c'est de l'interprétation. J'ai une photo, j'interprète la photo en fonction de mon ressenti, je la fais beaucoup plus colorée, je fais plus ou moins de traits, je laisse transparaître le blanc de la toile derrière, plus ou moins pour illuminer la toile. Après, je joue avec la lumière. Non, c'est bien, il y a ta petite sauce qui... Voilà, c'est ta création. Oui, c'est une création, ça personne n'a jamais vu ça, les gens aiment beaucoup. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, tant mieux. Donc tu feras d'autres expositions là bientôt, c'est compliqué en ce moment? C'est compliqué en ce moment. J'en ai déjà eu 2 ou 3 qui ont été annulés à cause de la Covid. Là, je sors d'une exposition sur Paris, qui était au marché Dauphine à Saint-Ouen, en plus de Saint-Ouen. Pas beaucoup de passages, mais les gens sont très intéressés et aiment beaucoup. Par contre, le gros marché, ce sont les Américains, les Russes et les Chinois. Pour l'instant, ils ne sont pas là, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Les rues, les galeries sont vides, elles vivent très très mal en ce moment. Sinon, je vais peut-être exposer dans le groupe Barrière, dans les casinos, dans certains hôtels. Et j'ai une vente aux enchères le 12 décembre pour la maison Rossini, qui se trouve à Paris, qui est une grosse boîte de vente aux enchères, et pour la Fondation Bardot. Donc c'est un don que j'ai fait, une toile de Brigitte Bardot que j'ai fait, qui est ma préférée d'ailleurs, qui est sur mon site, luc-besson.com. Oui, parce que j'ai regardé hier, j'étais sur un rassemblement, et j'ai regardé effectivement, et il me semble avoir vu une très très belle réalisation. Voilà. Il y a un Brigitte Bardot qui fait 1m50 par 1m50, qui est donc mon préféré, et qui a été choisi par le commissaire-priseur pour être vendu pour l'association, pour la Fondation Brigitte Bardot. Donc ça sera le 12 décembre, sauf problème de Covid, mais de toute façon, ça sera une vente aux enchères qui sera réalisée en non présentiel si le Covid l'empêche. D'ici là, on espère qu'il se sera barré. Ça sera repoussé, voilà. Mais de toute façon, ma toile est chez eux et elle attend juste d'être vendue. Alors, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, j'ai un site, luc-besson.com, sur lequel il y a une page de contact. On peut me contacter avec cela. Sur mon site, il y a aussi mon adresse mail, mon Instagram et puis mon Facebook. Donc il y a toujours moyen de me contacter et je transférerai à mon agent toute proposition ou toute demande d'information. Eh bien, impeccable. Parce que moi, je me concentre sur la peinture, je ne fais rien d'autre. Oui, parce que déjà, c'est beaucoup de boulot sur Internet. Je ne suis pas dans la communication, ni dans le marketing, ni autre. Moi, je peins, j'assouvis ma passion, et puis
Je reste le vrai travail de com et de marketing à quelqu'un d'autre. Chacun son métier. C'est vrai que c'est déjà beaucoup de boulot. Donc beaucoup de travail, beaucoup de patience et un travail acharné jour après jour pour arriver à sortir une toile. Choisir ses sujets aussi, c'est compliqué parce que... Et si quelqu'un veut un personnage, c'est lui qui est fan de David Hallyday par exemple, on te contacte, on dit bah, tiens je veux David Hallyday, tu le fais. Alors il n'y a pas de tableau à la demande. C'est selon ton envie, pareil. C'est selon mon envie, moi. Donc en fait, pour ce qui est de la demande, il faut voir aussi avec la personne qui gère ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que je ne vends que les choses que j'ai effectuées. Voilà, que les choses que tu as envie de faire. J'ai envie de faire. Voilà. Et souvent quand ça devient un travail, après voilà, ça devient rébarbatif. Voilà. C'est plus la même chose. Ça devient une contrainte, c'est plus un plaisir. Voilà. Donc pour l'instant, je ne fais que ce qui me plaît. Et après, faut voir les propositions. Après, peut-être qu'un personnage pourrait me plaire, une proposition, une photo pourrait m'inspirer, mais si je ne l'ai pas devant les yeux, pour l'instant, je ne peux pas y penser. Il faut la sentir. Il faut la sentir. Voilà. Donc j'ai un ami, par exemple, je donne cet exemple, qui a voulu un Steve McQueen. Il m'a donné une photo de Steve McQueen. Il m'a dit, c'était il y a 3-4 ans de cela, c'était il y a 4 ans de cela, en 2007. Et il m'a dit, fais-moi avec ton style une peinture de Steve McQueen d'après cette photo. Je dis hors de question, la photo ne m'inspire pas du tout. Voilà. Ce n'est pas du tout pour moi une belle photo. Donc je lui en ai trouvé une, il l'a acceptée, celle-ci m'inspirait et ça a fonctionné. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'il ne faut pas se forcer. Non, il ne faut pas se forcer. Parce que sinon on fait de la merde, il faut bien dire les choses comme en gros, oui, à partir du moment où on n'est pas motivé, voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une inspiration, qu'il y ait une poésie qui se dégage, quelque chose qui donne envie d'aller plus loin, de se surpasser dans le travail, parce que c'est beaucoup de travail. 150 heures, c'est beaucoup de travail. Ouais. Vas-y. Eh ben, moi j'allais dire merci du coup, parce que comme je sais que tu es très pressé pour rentrer à Paris. Donc eh ben, en tout cas, merci beaucoup, puis à bientôt. À bientôt. Ça va. Ciao. Au revoir. Rendez-vous en 2021 pour un festival encore plus coloré. Et d'ici là, continuez à voir la vie en couleur. Et merci à tous ces organisateurs et artistes qui nous rendent la vie beaucoup plus belle.